Ce matériau donc, va être très utilisé. Pourquoi? Parce que le gypse, pour être transformé en plâtre, ne demande qu'une faible température, c'est-à-dire 180 degrés environ. Donc on n'a pas besoin d'un combustible très important et ça permet très facilement, en plus le gypse est à fleur de terre, donc l'extraction est très facile. Le matériau pour le combustible est très simple, c'est de la paille, c'est des petits végétaux. Déjà, dès le néolithique, les hommes ont découvert le potentiel de ce matériau. Les civilisations suivantes, c'est-à-dire notamment l'Égypte, vont exploiter et même améliorer encore davantage ce matériau. Donc on va avoir une utilisation du plâtre très perfectionnée qui va se transmettre aux Grecs. Les Grecs aussi, très pauvres en gypse, mais ils vont faire venir le plâtre de Chypre, de l'île de Chypre, qui est très riche en gypse, et vont utiliser le plâtre là aussi pour faire des décors, des plafonds, un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui d'ailleurs. L'Empire romain, bien sûr, s'empare de la Gaule et nous apporte tout leur savoir-faire, et notamment dans le plâtre, puisque sur Paris, encore aujourd'hui, lorsqu'on fait des fouilles dans certaines rues de Paris, on trouve des vestiges gallo-romains, c'est-à-dire des ouvrages qui étaient faits en plâtre à l'époque romaine. Donc les Romains nous ont transmis cette connaissance. Également aussi dans le sud de la France, puisqu'on a retrouvé dans la Narbonnaise et la province romaine de Narbonne, on a retrouvé une tombe où il y avait marqué Gypsarius dessus, donc qui était probablement un ouvrier, soit qui fabriquait le plâtre, soit qui travaillait le plâtre. Oui, l'islam du 7e siècle au 14e siècle va donner des fabuleuses lettres de noblesse au plâtre, mais déjà l'Empire romain qui s'était scindé en deux, c'est-à-dire l'Empire d'Orient, Byzance, va utiliser le plâtre et l'art byzantin va influencer déjà l'Europe occidentale, notamment l'Empire de Charlemagne, par ses décors. Et sous Charlemagne, en France, on utilise déjà pas mal le plâtre, même bien avant, sous les Mérovingiens, c'est-à-dire 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, on utilise déjà le plâtre et le fameux plâtre de Paris. On trouve des ordonnances de l'hôtel de ville de Rouen qui datent de 1290 et qui stipulent toute une réglementation d'abord du commerce du plâtre, de la fabrication de ce plâtre et en même temps de son utilisation. Et là on apprend que les plâtriers font des cheminées, font des façades. Donc on a là un texte qui nous donne presque une photographie du plâtre au Moyen-Âge qui déjà est très important. La Renaissance, avec l'influence italienne, c'est-à-dire le XVIe siècle, va évidemment porter une accélération à l'utilisation du plâtre parce qu'on rentre dans une influence de décors peints, de décors utilisant les bas-reliefs, les hauts-reliefs, où le matériau, le plâtre, est très apprécié. Le primatiste a sculpté ou modelé sur place des femmes très élancées. C'est ce qu'on appelle le style maniériste. C'est des femmes qui ont des positions très maniérées et il leur a donné des proportions très affinées. Et ce chantier est un chantier où beaucoup d'artistes français vont passer de toutes les provinces de France. C'est un chantier école, ce qu'on va appeler l'école de Fontainebleau. Et ces sculpteurs, ces peintres, ces sculpteurs qu'on appelait aussi imagiers, vont bien sûr repartir dans leur province et vont apporter cette nouvelle mode décorative où le plâtre a toute sa place et tout son potentiel est révélé. L'influence du baroque se traduit en France et notamment sous Louis XIII par la disparition des poutres à la française et on va avoir notamment ces décors qui vont se développer de plus en plus au château de Vaux-le-Vicomte où on va avoir les trois plus grands artistes qui vont travailler plus tard pour Louis XIV, Lebrun, le nôtre et puis le Vaux. C'est vraiment des chantiers qui vont frapper l'imaginaire collectif de la France sous Louis XIV, puisque là on va avoir une débauche, je dirais, de décors les plus fastueux les uns que les autres, le marbre, le stuc, le bois, la dorure. Enfin, on a
une démonstration, je dirais, de l'art décoratif en France à la deuxième moitié du XVIIe. Et Louis XIV, en 1666, il était très impressionné par l'incendie de Londres, qui avait ravagé, je crois, les 3/4 de la ville, a ordonné donc au peuple, notamment parisien, d'enduire les façades en pan de bois, intérieurement et extérieurement, avec le plâtre, pour protéger toutes ces maisons des risques d'incendie. Bien sûr, la Révolution va être un coup d'arrêt économiquement parlant hein, pour ces constructions. On va bien sûr essayer de trouver d'autres solutions plus économiques. Et c'est là qu'on va essayer, pas d'industrialiser, mais de rationaliser les décors, et tout au moins la technique de l'ornementation. Dès 1850-1860, on va essayer de trouver un autre matériau de moulage, peut-être plus facile pour fabriquer des grandes longueurs, des grandes surfaces. Et là, on va inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le staff, c'est-à-dire du plâtre armé avec des tissus au départ, de la toile de jute, puis des fibres végétales comme la sisal, une genre de filasse, puis aujourd'hui avec des fibres de verre. Cette préfabrication du décor va occulter complètement la gypserie et va se répandre d'une façon nationale, on va dire, et va permettre même aussi d'exporter notre savoir à l'étranger, notamment aux États-Unis. Dès le 19e, à la fin du 19e, des staffeurs parisiens vont travailler dans l'est des États-Unis pour faire des grandes villas ou des décors de théâtre ou autres. Le plâtre, jusqu'à la dernière guerre, c'était fait d'une façon purement manuelle, à la taloche, on jetait le plâtre à la truelle, etc. Après la guerre, la reconstruction, enfin la demande de main-d'œuvre pour la reconstruction est tellement grande que ce système ne peut plus convenir. On ne peut plus se contenter d'avoir des ouvriers qui travaillent le plâtre à la main, et on va essayer de développer d'autres techniques. Alors on va décrire deux techniques principales qui vont naître à ce moment-là. C'est la préfabrication des cloisons et des plafonds par élément, par module, c'est-à-dire le carreau de plâtre, et puis aussi la plaque de plâtre qui va venir des États-Unis et qui va progressivement dominer le marché de la cloison et du plafond à partir des années 70-80. L'autre côté de la modernisation et l'évolution du plâtre, c'est le plâtre à projeter. C'est-à-dire on va essayer de faire passer le plâtre par une machine qui va le mélanger et qui va le projeter sur les murs, l'ouvrier n'ayant plus qu'à dresser le panneau et puis à le lisser. Il n'a plus le travail assez pénible de mélanger le plâtre, de le jeter sur le mur, le coucher, etc. Oui, lorsqu'on parcourt cette histoire donc assez fabuleuse et très ancienne, on s'aperçoit que si le plâtre a permis la réalisation d'autant de chefs-d'œuvre dans l'histoire de l'art, le plâtre doit pouvoir et certainement permettre encore aujourd'hui et surtout demain de réaliser autant de chefs-d'œuvre et de permettre à de nombreux hommes de métier de s'épanouir sous toutes les formes d'utilisation possibles du plâtre. Et il y a une légende qui existe aussi bien à Paris qu'en Perse, c'est-à-dire le berger qui prend 3 blocs de gypse pour faire du feu le soir, pour bivouaquer. Et donc le gypse, au contact de la chaleur, tombe un peu en poudre. Dans la nuit, il y a une averse et le lendemain, le berger retrouve ses blocs resolidifiés différemment.